Bien, je vais vous dire quelques mots de bienvenue ici à la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence à Genève, qui vient d'ouvrir, a été inaugurée en juin de l'année passée, et qui est un hôpital autrement. C'est comme ça qu'on l'a désigné, un hôpital autrement, c'est-à-dire plutôt que d'exclure les enfants et les adolescents avec des problèmes et leurs familles de la cité, notre point de vue, c'est d'inclure la cité, d'inclure la ville, d'inclure la culture dans ce lieu. Et ce soir, c'est le cas parce que c'est une conférence spécifique de l'association Korczak avec Daniela Perrin, qui travaillait bien sûr dans l'hôpital pédiatrique ici à côté, et Myriam Dickler, qui ont décidé d'inviter Philippe Mérieux pour parler. Donc pour nous, c'est un événement de bien-cité, pourrait-on dire. Moi, c'est que, et on a une fondation particulière pour s'occuper des bien-cités qui s'appelle Convergence. Convergence au pluriel, parce qu'il y a différents types d'activités ici, dans cette maison, qu'on a imaginé. Je peux peut-être juste raconter une anecdote. Quand j'ai constitué le projet de cette maison comme responsable de la pédopsychiatrie, et c'est une grossesse qui a duré une bonne dizaine d'années, quand même. Donc, la maternité est juste à côté, la pédiatrie est juste derrière. Donc, au fond, il fallait se mettre dans l'idée qu'on allait avoir tout un trajet pour constituer cette chose. Et puis, mon service était le service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, était sur 11 sites. Et on a tout ramené en un seul site. Et les gens de la direction des HUG, les architectes, m'ont dit, mais nous ont dit, à nous qui alignons ce projet, nous ont dit, mais vous vous rendez compte que vous allez faire un bâtiment de 6 étages au cœur de Genève, ça va être le lieu de stigmatisation, le lieu de la souffrance des familles, le lieu de leur culpabilité, comme ça, qu'on sort de la maternité et toc, on tombe sur la psychiatrie. Vous voyez, un peu comme genre de message. Voilà. Nous, j'ai senti que ça vacillait, et dans cette séance qui est restée mémorable, j'ai dit, mais bon, j'ai une idée, on va faire un 7e étage. Alors là-dessus, ils m'ont gardé en disant, bon, c'est comme les chefs de service, ils ne supportent pas qu'on leur dise non, ils ne supportent pas qu'on les contredise. Et je dis, 7e étage, ce sera un rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, il sera ouvert sur la cité avec le théâtre, avec la musique, avec un cinéma. Et il y a aussi le 4e étage qui a plein d'activités de médiation, il y a un studio de radio, il y a des possibilités d'échange, des possibilités de réunion, des places pour les associations. Au fond, c'est un lieu pour le lien. Un lieu et un temps pour le lien. Parce qu'on peut se dire que les patients qui viennent en psychiatrie d'enfants et d'adolescents, encore plus aujourd'hui que tous, même encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est des enfants et des adolescents qui ont eu un lien rompu avec eux-mêmes, qui s'est accompagné d'un lien rompu avec l'autre, et avec la cité, avec la famille, avec l'école, avec le quartier. Et qu'au fond, il s'agit de travailler, de les aider à traverser le lien avec eux-mêmes, la rencontre avec eux-mêmes, avec je qui est un autre, mais aussi qui est devenu un autre, et qui peut-être est toujours chez chacun, comme disait Rimbaud, et mais aussi pour reconstituer un lien avec les autres. Et c'est en ça que les équipes du service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents travaillent avec les équipes de pédiatrie dans une vision de médecine multidisciplinaire de l'enfant, aussi avec la médecine de l'adolescent, qui a ses services dans la même maison, sans clivage, mais au contraire en essayant de tisser ce qui s'est rompu.
de reconstituer quelque chose. Évidemment, on va parler de Korczak. Korczak, il y avait la maison des orphelins, si je ne me trompe pas. Là, ce n'est pas des orphelins, mais il y en a certains qui le sont. Et c'est, au fond, un enjeu majeur pour nous de travailler sur ces deux plans. Travailler sur le plan psychique et travailler sur le plan du lien avec l'autre, du lien avec la cité, du lien qu'on appelle avec la culture. La culture au sens large, la culture, c'est aussi les liens invisibles. C'est la façon dont on se dit bonjour, c'est la façon dont on se croise, c'est la façon dont on habite le quartier, c'est la façon dont on peut travailler avec les rez-de-chaussée, avec les personnes, avec la façon de les recevoir, la façon de les accueillir. Alors c'est la maison de l'enfant et de l'adolescent comprend toute la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en liaison de la pédiatrie, en liaison de la maternité, aussi avec la maternité peut-être dès avant la naissance. C'est un travail qui est fait par des équipes ici, dont François Hench ici présent, avec les mères, avec les bébés, mais peut-être des fois les mères avec les bébés pas encore nés. Et au fond, il y a cette préoccupation est au centre de ce lieu. Alors, c'est particulier ce soir, puisqu'on accueille une association. On est très content de cette occurrence. Et puis, on accueille, à la voix de cette association, Korczak. Korczak, pas une petite affaire, c'est quand même un humaniste majeur qui a ouvert le chemin vers les droits des enfants. Ben, je dis souvent, Genève, c'est la ville de Piaget, c'est la ville de Rousseau, bon, compliqué, mais c'est aussi la ville du Comité des droits d'enfants de l'ONU. On peut dire que c'est Korczak va ouvrir la voie vers le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Et donc, au fond, cette séance particulière avec vous, avec cette association, avec Philippe Mérieux, professeur Philippe Mérieux, est vraiment quelque chose pour moi de symbolique, une cristallisation, une première occurrence de ce qui est à la base de ce projet de maison de l'enfance et de l'adolescence et de Fondation Convergence. Se dire qu'on aurait, au fond, vous voyez, en ce moment, il y a des bébés qui sont suivis ici, il y a des patients hospitalisés, il y a des suicidants, il y a toutes sortes de personnes qui sont, au fond, dans nos préoccupations, dans les préoccupations aussi de l'exposé de ce soir. Bon, c'est un exposé d'un grand pédagogue, mais quand j'ai voulu prendre certains de vos livres, donc celui sur Frankenstein, puisque ça c'est une autre aventure genevoise. Frankenstein, Victor Frankenstein était un médecin genevois. Absolument. Inventé par Marie Shelley. Mais enfin, il y a juste un peu plus de 200 ans. Donc je n'avais pas ce livre. J'ai téléphoné à la librairie la plus proche de chez moi et m'ont dit « bien sûr, c'est le livre du grand pédagogue Mérieux ». Donc je prends la citation. Donc voilà, ce soir, un exposé sur qu'est-ce qu'un enfant. Alors avant de donner la place à l'exposé, je dirais que c'est évidemment une question comme psychanalyste, comme psychiatre d'enfants et d'adolescents, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un enfant? Est-ce qu'on peut savoir, nous, qu'est-ce qu'un enfant? Quand on est psychiatre, psychanalyste, psychologue, parce qu'au fond, on a tous notre enfance qui est barrée par l'amnésie infantile. On ne se souvient pas de son enfance, ou si quelqu'un ici se souvient de sa naissance, voire de sa vie prénatale, qu'il vienne me parler après l'exposé, parce que ça sera une rencontre extraordinaire. Mais au fond, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on n'a pas de souvenir. Alors ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de représentation. C'est un peu la difficulté de cette spécialité de s'occuper des tout jeunes enfants, parce que on n'a pas la référence interne, la représentation de ce que vivent les enfants, les bébés, bien sûr dans le prénatal, mais tout au début de
de la vie. Donc cette question, qu'est-ce qu'un enfant, elle est très complexe, comme celle de savoir d'où viennent les enfants. Franck disait, c'est la question insoluble par excellence. D'où viennent les enfants? Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi maintenant et pas en un autre temps? Qui peut répondre à ces questions? Même si on a une idée de la conception du spermatozoïde, de l'ovocyte, voilà, tout ça ne donne pas une réponse à cette question-là. Et comme me disait une petite fille que je cite souvent, disait à sa mère, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Très belle question. Qui peut répondre à cette question? C'est peut-être encore plus vertigineux que de savoir où est-ce qu'on sera quand on sera plus. Donc, qu'est-ce qu'un enfant? Je me réjouis d'en entendre parler par Philippe Lérieux. Qu'est-ce qu'un enfant? Bien sûr, on a l'enfant dans l'adulte. Je crois qu'on rencontre l'enfant si l'enfant dans l'adulte est toujours présent, il est toujours vivant. Et qu'au fond, cette rencontre peut avoir lieu à travers, peut-être même, la rencontre avec un enfant, la rencontre avec l'autre, nous révèle à nous-mêmes une part de l'enfance qui doit rester présente, vivante, pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Alors, Stein avait une formule qu'il prenait d'un poète, Wordsworth, il disait « L'enfant est le père de l'homme ». Donner une fonction paternelle à l'enfant, c'est intéressant. Je pense, alors évidemment, peut-être qu'il disait que dans l'enfance se joue déjà l'homme de demain. Mais je pense que cette phrase du poète dit plus que cette interprétation simplement développementale. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quelque chose de mystérieux chez l'enfant. Il y a une énigme. Donc il y a un petit texte de Kafka qui s'appelle « Le souci du père de famille », qui, à mon avis, répond pas mal à cette phrase de Wordsworth. Le souci du père de famille, c'est un tout petit conte de Kafka qui prend une demi-page, on les dates en tout cas, demi-page, et c'est Ogradek. Ogradek, c'est une bobine de fil en forme d'étoile qui parcourt la maison du haut en bas, qui était là avant qu'on soit là et qui sera là après qu'on ne soit plus. Comme le mystère, l'énigme, la chose qu'on ne peut pas saisir. Et je pense que l'enfant, il ramène aussi à cette dimension impossible, inabordable, mystérieuse et qui peut-être doivent être recréées, repensées, réinventer. Avec chaque enfant, on réinvente quelque chose de ce qu'est un enfant et de l'enfance. En tout cas, ça, c'est un abord clinique. Dans une clinique sans a priori, c'est celle que je pense auquel on s'attache ici, une clinique sans a priori, une clinique qui est faite pour permettre la rencontre, pour permettre le lien, pour permettre à certains qui sont bien coupés à réentrer dans le lien, mais aussi réentrer dans le temps. Alors, bon, Korczak, à mon avis, savait tout ça, parce qu'il est allé chez ceux qui étaient dans les situations les plus impossibles, il les a mis sur le chemin d'un devenir possible, parce qu'il y a d'où l'on vient, c'est une chose, mais qu'est-ce que l'on devient, c'est une autre. Et au fond, bien heureusement, ce qu'on devient n'est pas totalement déterminé par d'où l'on vient. Vous voyez, ces deux notions, d'où l'on vient, l'origine. Qu'est-ce qu'on devient? Le devenir met en jeu aussi une origine à venir. Que les sciences de l'éducation, que le pédagogue, que l'éducateur passe son temps à rendre possible un devenir, y compris pour ceux qui sont dans une impasse dans leur trajet. Voilà. Donc, c'est quelques mots pour dire que Philippe Lérieux, c'est à vous. C'est une chance de vous avoir. Merci à la Fondation, à l'association Korczak d'avoir créé cet événement. Et je vous passe la parole.
Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Merci à l'association Korczak. Merci François Ansermet pour ces mots qui, moi, m'ont beaucoup touché. Et merci à cette maison de l'enfance et de l'adolescence de nous accueillir ce soir. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Korczak, la vie de Korczak. Il y a de beaux livres qui le font, et puis vous trouverez des informations là-dessus. Je me propose avec vous de réfléchir, d'avoir une sorte d'itinéraire avec Korczak. Un itinéraire qui me renvoie, en tant que pédagogue, à un certain nombre de questions pédagogiques qui se posaient à l'époque de Korczak et qui me semblent particulièrement d'actualité aujourd'hui. Donc, sur le mode « qu'est-ce que ?» dans le fond, et avec un point de vue qui est celui de l'éducateur qui n'est pas un clinicien, contrairement à François Ansermet, je vais m'interroger avec vous successivement sur quelques éléments simples, finalement, mais qui nous mettent chacun devant cette dimension mystérieuse qui vient d'être évoquée. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce que grandir? Qu'est-ce qu'être libre? Qu'est-ce qu'une institution? Korczak a créé de très nombreuses institutions, nous en reparlerons. Et à partir de là, qu'est-ce que l'éducation? Et peut-être, d'une manière un peu immodeste, qu'est-ce qu'un éducateur? Qu'est-ce qu'un enfant? Il me semble, quand on lit les premiers textes de Korczak, sa première déclaration de 1921, qu'émerge d'entrée de jeu cette idée à la fois simple et complexe, qu'un enfant est à la fois un être inachevé et un être complet. Et il me semble que c'est dans cette tension, peut-être même dans cette contradiction, que Korczak va construire toutes ces théories pédagogiques, mais aussi, parce que Korczak est un vrai pédagogue, va mettre en œuvre toutes ces théories pédagogiques dans la maison des orphelins. Être à la fois complet et inachevé. Alors nous savions qu'il était inachevé. Il est inachevé parce que le petit bébé naît prématuré, vous le savez, c'est la néoténie, parce qu'il a besoin d'être éduqué. Il est inachevé, il a besoin d'être protégé, bien sûr, parce qu'il est inachevé. Mais ce qu'ajoute Korczak, c'est que quoi qu'inachevé, il est complet. Vous connaissez cette belle phrase, « Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins ». C'est une belle phrase, et c'est une phrase qui nous renvoie à cette réalité assez mystérieuse que, au fond, dès la naissance, et peut-être avant, l'enfant porte en lui déjà toute l'humaine condition, comme disait Montaigne. Parce qu'il est à la fois complet et inachevé, il doit faire l'objet d'un soin un peu particulier. En tant qu'être inachevé, il doit être protégé en particulier de ce que Korczak appelle les homo rapax. Les homo rapax, ces hommes qui se précipitent sur l'enfant, qui sont malfaisants à l'égard des enfants. Protégé aussi contre lui-même, parfois. Il doit être protégé parce qu'il est un être inachevé, mais parce qu'il est un être complet, il doit être entendu. Alors nous y reviendrons. Korczak ne dit surtout pas qu'il doit être systématiquement approuvé. Il dit qu'il doit être entendu. Entendu très tôt, et pendant toute son enfance et à toutes les occasions possibles et imaginables. Alors cette tension entre être complet et être inachevé et être complet, être qui doit être protégé et être qui doit être entendu, on la retrouve dans ce grand texte qu'est la Convention internationale des droits de l'enfant, ce texte qui est directement, cela a déjà été évoqué, dans le prolongement des travaux et de ce que nous a apporté Korczak. Parce que l'enfant est en même temps inachevé et complet, la Convention des droits de l'enfant nous dit qu'il dispose de deux sortes de droits. Et il y a déjà
quelques années, quand Daniel Alperin m'avait invité à parler de cette question des droits de l'enfant, nous avions débattu autour de ces deux types de droits. Alors on les appelle les droits créances d'un côté et les droits liberté de l'autre. Alors on va dire les droits A et les droits 2. C'est pas si facile que ça d'associer les uns et les autres. Un certain nombre de philosophes, de penseurs considèrent que c'est une contradiction en soi, que si l'enfant a des droits A, il n'a pas de droits 2. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec des philosophes français, et même avec un philosophe genevois, qui prétendait que parce que l'enfant avait des droits A, il ne pouvait pas avoir des droits 2, et que s'il avait des droits 2, eh bien cela mettait cul par-dessus tête la position de chaque éducateur. Alors les droits A, bien sûr, ce sont les enfants, ce sont les droits fondamentaux auxquels tous les enfants devraient pouvoir aspirer et qui sont toujours d'actualité. J'ai remis quelques chiffres qu'il faudrait évidemment remettre au goût du jour, mais je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents. 2021, 26 000 enfants meurent chaque jour dans le monde de décès qui auraient pu être évités. Plus de 100 millions d'enfants vivent dans la rue. Plus de 180 millions n'ont accès à aucune forme de scolarisation. Nous avons un peu partout dans le monde des enfants soldats, des enfants esclaves, des enfants victimes de violences sexuelles chaque année aussi, des enfants maltraités, abîmés, instrumentalisés. Et au regard de cela, il nous faut plus que jamais dire que les enfants ont le droit d'être protégés, ont le droit d'être protégés de la violence des humains, et que ce droit est un droit imprescriptible. Mais à côté de ces droits A, les articles 12 à 15 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui sont les articles qui sont les plus débattus, bien sûr, nous expliquent que l'enfant a aussi le droit d'être entendu sur toute affaire le concernant. Il a le droit d'exprimer son opinion, de proposer des projets et de vivre au quotidien des situations éducatives. Droit A et droit 2. Droit en tant qu'il est l'objet de nos soins, c'est les droits A. Droit 2, en tant qu'il est déjà reconnu comme un être complet, qui a pleinement le droit de nous interpeller. Alors, à partir de là, on pourrait s'interroger rapidement sur qu'est-ce que grandir pour un enfant. Ça a été évoqué tout à l'heure par François Ansermet, et Korczak le dit remarquablement. Grandir, c'est articuler la contingence sur la liberté sur la contingence. Nous sommes des êtres contingents, nous sommes nés ici et pas ailleurs. Nous héritons de différences. Différences génétiques, différences culturelles, différences sociologiques. Ces différences, nous n'y sommes pour rien. Ces différences que Jacques Derrida écrit avec un E, le mot différence tel que nous les connaissons, et auquel il oppose le mot différence avec un A. Quand Derrida nous explique qu'il y a des différences qui relève de notre héritage, et qu'il y a la différence avec un A, qui, elle, relève de notre liberté. Et quand il nous dit que s'il faut respecter les différences avec un E, il ne faut surtout pas y enfermer les personnes. Il ne faut pas essentialiser les individus dans leurs différences avec un E, dans celles qu'ils ont héritées. Il faut lui permettre d'oser sa différence avec un A, d'oser sa liberté et de lui permettre d'articuler cette liberté sur la contingence. En assumant, bien sûr, cette contingence. Assumer ce qui nous a fait, mais décider de ce que l'on veut devenir. Ça a été déjà dit tout à l'heure. Échapper à toutes les formes d'enfermement. Enfermement dans une essence a priori, enfermement dans des symptômes, enfermement dans des actes. Et là, Korczak est formidable parce qu'à travers tous ces textes, il est chaque fois à l'affût et chaque fois en révolte contre tout ce qui enferme l'enfant dans une essence. Non, tu n'es pas un bagarreur en soi. Tu t'es bagarré, mais tu n'es pas un bagarreur.
Non, tu as pu échouer sur telle et telle chose, mais tu n'es pas un débile. Et Korczak est en permanence en train de lutter, y compris avec les enfants eux-mêmes, pour leur faire abandonner toutes les formes de fatalisme identitaire. Le fatalisme identitaire, c'est-à-dire l'enquistement dans ce qui nous a fait au détriment de ce que l'on veut faire. Et on le voit au quotidien en permanence. On le voit aussi, et il le dit, on le voit lutter contre cette espèce de conjuration des fatalismes. Quand un éducateur dit à un enfant « tu es un cancre », et Korczak nous dit « mais au fond, l'enfant va être relativement content d'être enfermé dans cette essence-là, parce qu'il n'aura plus à faire l'effort de ne pas être ce qu'on a dit de lui ». Et donc, il y a chez Korczak, et ça me paraît fondamental aujourd'hui, il y a chez Korczak cette volonté extraordinaire de refuser toute forme d'enquistement dans le donné. Non pas que le donné n'existe pas, mais parce que le donné n'est que ce qui nous a fait advenir et qui va nous permettre de devenir. Vous savez, c'est la fameuse question que pose Sartre. Qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'a fait ? Eh bien, c'est la question que pose Korczak en permanence aux enfants, aux orphelins de la maison des orphelins, mais aussi à tous ceux et à toutes celles qu'il rencontre. Qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'a fait ? Oui, tu es fait, mais tu peux faire toi autre chose de ce qui t'a fait. Et ce refus des étiquettes me semble aujourd'hui particulièrement important. Moi, je vais souvent dans des classes, je travaille avec des professeurs, des enseignants, et j'entends dire ici « Jules est dyslexique ». Très bien. Jules est dyslexique. Ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique. Je vais pouvoir lui proposer des exercices adaptés, le mettre en relation avec quelqu'un qui va l'accompagner d'une manière spécifique. Ça m'intéresse de le savoir. Mais je trouve terrible qu'on mette un signe égal entre Jules et dyslexique, comme si Jules n'était qu'un dyslexique. Comme si Jules égale dyslexique, alors que Jules, il est un grand amateur de manga, il est un excellent goal au foot, et il est amoureux d'une fille de la classe. Et quand j'ai dit tout ça, j'ai encore pas fini de parler de Jules. Jules, il dépasse, il déborde toutes les définitions que je peux donner de lui, et je dois faire de ce débord un principe fondamental de mon action, parce que c'est en postulant ce débord qu'il pourra précisément devenir autre chose que ce qu'il a été, que ce qu'il a fait. Alors l'éducation, et ça Korczak en est très conscient, l'éducation est une opération à grand risque parce que c'est une opération dans laquelle nous sommes en permanence tentés de classifier. De classifier parce qu'il nous faut gérer des flux, parce qu'il nous faut affecter des places, parce qu'il nous faut identifier des remédiations, des remèdes, parce qu'il nous faut dire il est ceci, donc il a besoin de cela. Et l'éducation, comme la médecine, ne peuvent pas faire autrement. Mais ce que Korczak nous dit, et ce à quoi il est particulièrement attaché, c'est que les catégories, aussi importantes soient-elles, les catégories dont on ne peut pas se passer, doivent toujours être révisables et révisées. Rien ne serait pire que l'assignation à résidence dans une catégorie qui serait une catégorie où l'on enfermerait définitivement la personne. Il y a là pour Korczak quelque chose de très très fort, une sorte d'insurrection fondatrice contre tout ce qui assigne l'individu à être, E-T-R-E, à être. Vous savez, le philosophe Lévinas dit « être, c'est la malédiction ». L'étant, c'est la malédiction. Ce dont nous avons besoin, c'est de devenir, c'est pas d'être et de nous enfermer dans l'être. Et Korczak, en permanence, va manifester cela, et il va être d'une attention extraordinaire à toutes les petites situations, les plus minuscules, qui renvoient l'enfant à la fatalité. Et il va lutter en permanence contre ce renvoi à la fatalité. Être capable de se dépasser. Le dépassement. Je ne sais pas si vous avez ça aussi à Genève, mais nous en France, on a beaucoup aujourd'hui, on a un développement considérable de ce qu'on appelle le développement personnel.
Alors le développement personnel, quand vous entrez dans une librairie en France, vous avez que ça, hein. C'est des livres qui n'en finissent pas. Alors vous avez « Je maigris donc je suis »,« J'élève mes enfants avec les accords Toltec », ou « Grandir avec de la tisane », enfin vous avez toute une série de choses et vous en avez par centaines. Je suis de ceux qui pensent que le mot de développement est ambigu, qu'on a tort d'aller le chercher dans la psychologie pour l'importer dans la pédagogie, parce que dans la pédagogie, le vrai mot, le mot dont Korczak nous dit qu'il est essentiel, c'est pas le mot de développement, c'est le mot de dépassement. Korczak n'est pas l'homme du développement personnel, il est l'homme du dépassement collectif. Et c'est tout à fait autre chose, le dépassement collectif, que le développement personnel. Le développement, au fond, renvoie à une espèce de métaphore horticole. Comme disait Daniel Hamlin, hein, on imagine que tout est dans la graine et qu'on n'a qu'à regarder la graine grandir et s'épanouir. Mais au fond, tout était déjà là. Tout était déjà là. On peut comprendre que du point de vue psychologique, du point de vue de Piaget qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de développement est un sens, dans la mesure où elle est un outil, un modèle intellectuel qui permet de penser une série de situations singulières. Mais pour l'individu, pour l'enfant qui grandit, ce qui est important, c'est pas à chaque étape de se développer selon une logique qui serait donnée a priori, c'est de se dépasser qui est important. De se dépasser, c'est-à-dire d'accéder chaque fois à un état intellectuel, physique, moral, Korczak y insiste, qui est au-delà de ce dont on a hérité, au-delà de ce que l'on est. Et le dépassement, Korczak, je trouve, l'illustre très bien, vous savez, dans le fameux cérémonial du pari. Le pari, hein, j'ai sorti ces quelques phrases. « Que paries-tu, Paula ?»« Que je ferai mes devoirs de mathématiques tous les jours. »« Ah, je ne suis pas sûr de pouvoir accepter cela, » répond Korczak. « Ce serait déloyal envers toi. Que dirais-tu tous les 3 jours ?»« 2, discute Paula. » Alors oui, le pari, c'est le pari qu'on va aller au-delà. Et Korczak, il est dans cet ajustement permanent. Je vais t'aider à aller au-delà. S'il met en place ce dispositif du pari, c'est parce qu'il est convaincu que l'éducation, ça consiste précisément à regarder au-delà de ce que l'on fait, de ce que l'on sait faire. Et à cet égard, Korczak anticipe beaucoup toute une série de réflexions que nous avons eues depuis sur la question de l'évaluation. Le grand pédagogue brésilien, Paulo Freire, critique beaucoup l'évaluation traditionnelle en disant que c'est l'évaluation d'une pédagogie bancaire. Hein, l'enfant bâcle son travail, on lui met 1 sur 6 ou 2 sur 6 ou 3 sur 20, et puis on s'arrête là. On s'arrête là. Pas du tout chez Korczak. On ne s'arrête jamais à ce que l'on a fait. On s'appuie sur ce que l'on a fait, sur ce que l'éducateur peut en renvoyer, sur ce que les autres enfants peuvent en renvoyer pour aller au-delà, pour faire mieux, pour être dans une logique de dépassement permanent de soi. On passe, c'est un psychanalyste avec qui j'ai beaucoup travaillé, Jacques Lévin, qui utilise ces formules-là, on passe d'une évaluation photo à une évaluation cinéma, à une évaluation qui saisit la personne dans son évolution et qui contribue à cette évolution en lui permettant à chaque étape de se fixer des objectifs, d'aller au-delà de ce qu'elle sait déjà, de ce qu'elle a déjà fait. Alors on a dit, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce que grandir, peut-être dans le prolongement de cela, qu'est-ce qu'être libre? Pour Korczak, la liberté, et ça c'est pour moi un de ses apports majeurs, c'est la capacité de surseoir aux pulsions de son corps primaire. C'est la capacité d'accéder à la pensée, de prendre des décisions informées. C'est le fait de passer du réflexe à la réflexivité, du mimétisme à la singularité, de la violence à la parole. Et je cite et j'utilise beaucoup le fameux travail de Korczak sur les points de bagarre. Hein, vous vous souvenez, chaque enfant a par semaine 10 points de bagarre qu'il peut dépenser à sa guise en sachant qu'il n'aura pas un point de plus
On lui enlève 1 point pour une petite bagarre, 2 points pour une bagarre modérée, 3 points pour une grosse bagarre. Alors que Korczak écrit, les chenapans apprennent à compter, ils se freinent, ils se contrôlent. Ils se freinent, ils se contrôlent. S'efforcent progressivement de garder des points en réserve, ils apprennent à réfléchir avant de se battre. Voyez-vous, une chose aussi simple, réfléchir avant de se battre. Alors, le système sera néanmoins abandonné parce que les enfants qui ne se battaient pas revendaient les points à leurs camarades. Donc ça a donné un certain nombre de choses que Korczak ne pouvait pas approuver. Mais Korczak mettra en place un système beaucoup plus fin psychologiquement, pédagogiquement et même politiquement. Il mettra en place le système de la boîte aux lettres. Alors la boîte aux lettres, c'est le fait que Korczak, au fond, exige de ses enfants, de ses orphelins, il exige, et il assume de l'exiger, que quand ils veulent quelque chose, eh bien ils l'écrivent. Ils l'écrivent. Alors il y a des enfants qui ne savent pas écrire, hein. Ah ben ils vont trouver quelqu'un pour écrire avec eux. Ils vont même parfois trouver Korczak pour lui dicter la lettre. Et Korczak dit ceci: la boîte aux lettres sert en elle-même d'enseignement aux enfants. Ils apprennent grâce à elle à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ et à n'importe quel moment, à faire la part des choses, distinguer parmi leurs vœux, leurs peines, leurs doutes, ce qui est important de ce qui l'est moins. Écrire une lettre suppose une décision préalable. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'enfant veuille retirer la lettre qu'il a glissée dans la boîte. Mais la boîte aux lettres permet aussi d'apprendre à réfléchir, à motiver une action, une décision, à avoir de la volonté. Écris-le, tu pourras mettre ton mot dans la boîte. Et puis la boîte aux lettres sert à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ et à n'importe quel moment, à faire la part des choses, distinguer parmi leurs vœux, leurs peines, leurs doutes, ce qui est important de ce qui l'est moins. Écrire une lettre suppose une décision préalable. Je m'aperçois que j'ai fait une répétition. Je ne sais pas écrire, dit Korczak, alors fais-toi aider par quelqu'un qui sait. Certains éducateurs, ajoute Korczak, m'ont fait le reproche. N'était-il pas trop officiel, ce moyen de communication avec les enfants? Or, je peux l'affirmer. La boîte aux lettres non seulement ne gêne pas la communication orale, mais tout au contraire, elle la facilite. Elle fait gagner du temps à l'éducateur, qui peut ainsi consacrer une partie de sa journée aux enfants qui ont besoin d'un long entretien confidentiel et affectueux. C'est grâce à la boîte aux lettres que de tels moments ont pu être aménagés. Alors pour moi, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de l'immédiateté, à un moment où les enfants sont surstimulés en permanence, passer du réflexe à la réflexion, sursoir aux pulsions de son corps primaire pour accéder à la pensée, ça me paraît absolument fondamental. Et c'est probablement une des choses que Korczak a le mieux formalisé. Et il l'a formalisé en utilisant l'écriture. Et pour moi, c'est fondamental, l'écriture. Et c'est fondamental, y compris dans la pensée de Korczak, parce que Korczak sait bien que la plupart des enfants peinent à écrire. Et Korczak, il nous le dit ici ou là, c'est bien aussi que l'écriture a été découverte et introduite par les hommes, non pas pour faire souffrir les enfants à l'école. L'écriture a été découverte par les hommes pour alléger leur mémoire. Jacques Goudy nous le dit, hein, les premiers écrits sont des listes, des livres de contes. Il fallait alléger notre mémoire. Puis les écrits ont servi à communiquer avec des êtres qui n'étaient plus présents ou qui étaient loin. Puis les écrits ont servi à faire durer une pensée, lutter peut-être même contre la mort, les petites morts comme la grande mort. Et Korczak nous dit, mais comment se fait-il que ce qui a été un formidable outil d'émancipation des humains, l'écriture, soit vécu par les enfants, dans l'immense majorité des cas à l'école, comme un moyen de les assujettir à une autorité arbitraire, qui serait l'autorité de l'adulte. Et il nous dit, il faut redonner à l'écrit cette espèce de force émancipatrice qui fait que l'écrit a été dans notre civilisation une conquête formidable. Une conquête formidable. Et que chaque enfant redécouvre en quoi l'écrit est une conquête formidable. En quoi entrer dans la culture de l'écrit est quelque chose d'extraordinaire.
ça externalise notre mémoire, mais ça nous permet aussi de surseoir, d'attendre, de réfléchir. Toute une série de choses qui permettent de grandir vraiment et d'accéder à la liberté. La liberté, vous le voyez, pour Korczak, n'est pas la spontanéité. Il y a là quelque chose qui, aujourd'hui, me trouble beaucoup dans les propos sur l'éducation, la confusion entre la spontanéité et la liberté. Korczak sait bien que ça n'a rien à voir, la spontanéité et la liberté. Il nous dit que spontanément, l'enfant va faire ce qu'il a reçu, va restituer les influences qu'il a reçues. L'enfant, dit-il, est une éponge. On va vider l'éponge de temps en temps. Si on veut que l'enfant se dépasse, il va nous falloir inventer les belles contraintes. Et je trouve qu'il y a chez Korczak quelque chose de fabuleux qui est cette idée de belles contraintes, de contraintes fécondes, de contraintes fertiles, la belle contrainte. C'est une belle contrainte de devoir écrire une lettre au lieu d'aller courir après Korczak, après l'éducateur, pour lui attraper sa veste et chercher à lui dire immédiatement ce qu'on veut lui dire et le lui dire tout de suite. C'est une belle contrainte parce que c'est une contrainte qui fait penser. Et parce qu'elle fait penser, elle libère de la pulsion. Et parce qu'elle libère de la pulsion, elle autorise à prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'aller voir les autres, d'aller discuter avec les autres, prendre le temps d'entendre ce que la culture nous apporte. Et vous savez, Korczak, à cet égard, était particulièrement inspiré, puisque, à côté de ses œuvres pédagogiques, c'est aussi un fabuleux écrivain pour enfants, avec en particulier le roi Mathias, pas simplement le roi Mathias, mais beaucoup le roi Mathias, qui raconte l'histoire d'un royaume, un royaume aux mains des enfants, avec tous les aléas que cela peut avoir. Un royaume où les enfants ne sont pas des anges, d'ailleurs, hein. Ce sont même plutôt des démons. Un royaume où il faut apprendre les belles contraintes pour accéder à la liberté. Moi, ça m'a beaucoup apporté dans mon histoire personnelle de découvrir cela chez Korczak. La belle contrainte, celle qui nous rend libres. Ça m'a beaucoup apporté parce que trop souvent, j'ai été pris dans des débats pour ou contre la contrainte. Et je n'arrivais pas complètement à trouver une belle sortie de cela. Et en fait, ce débat pour ou contre la contrainte est absurde. Oui, il y a des contraintes stupides, absurdes, qui ne visent qu'à la pacification avec 2 S. Vous savez, pacifier, c'est-à-dire rendre passif. Oui, il y a des contraintes qui ne visent qu'à rendre passif les enfants. Mais il y a des contraintes qui visent précisément à leur permettre de s'exaucer, à leur permettre d'accéder à quelque chose qui va les faire grandir, qui va leur permettre d'être véritablement libres. Et je trouve que c'est important de rappeler cela. On y reviendra tout à l'heure, mais cela pointe d'une manière particulièrement intéressante la responsabilité de l'éducateur. Quelles contraintes tu vas mettre? Quel type de contraintes tu vas mettre? Est-ce que tu vas mettre une contrainte qui te permettra de dormir tranquille, qui permettra à l'institution d'être à l'abri des regards? Ou est-ce que tu vas proposer une contrainte qui sera une promesse? Une contrainte qui sera une promesse. Et je trouve que cette idée de la contrainte comme promesse est quelque chose de très fort. Et quelque chose dont je crois nos enfants ont besoin aujourd'hui. Ils en ont besoin aujourd'hui. Ils ne veulent pas, et Korczak n'en veut pas non plus, de contraintes absurdes, de contraintes qui sont simplement des moyens de dormir sur nos 2 oreilles. Mais il nous propose de réfléchir aux contraintes qui permettent ce déclic, hein, et permettent d'accéder à un peu plus que soi-même, permettent de devenir et non pas d'être, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Alors moi, ça m'a beaucoup aidé de découvrir cela chez Korczak. Et puis, j'ai été étonné, en même temps pas vraiment étonné, de voir des collègues neuroscientifiques, je pense à mon collègue Olivier Houdet en particulier, de formaliser à partir de l'imagerie cérébrale
la fonction du cortex frontal et de nous expliquer à quel point c'était important pour grandir et accéder à la fois au savoir et à la liberté, de pratiquer ce qu'il appelle la fonction inhibitrice. Alors vous savez, le cortex frontal, je parle devant des spécialistes, donc excusez-moi si je suis approximatif, mais je crois avoir compris que c'est une partie du cerveau qui est apparue relativement récemment dans l'histoire de l'Homo sapiens sapiens. Alors Olivier Houdet fait passer des tests à des enfants sous IRM, des enfants de 7 ans. Il fait par exemple passer le fameux test des jetons de Piaget. Vous savez, l'histoire des deux lignes, une ligne où les jetons sont serrés les uns contre les autres et une ligne où les jetons sont très éloignés les uns des autres. Et on demande à l'enfant de répondre immédiatement, spontanément, dans quelle ligne il y a le plus de jetons. Et 9 enfants sur 10, un peu plus en réalité, répondent que la ligne où il y a le plus de jetons est la ligne la plus longue. Ce qui correspond pour Piaget à un moment de leur développement, ce qui correspond aussi à certains apprentissages scolaires, parce que l'enfant a vécu à l'école des apprentissages où au tableau il y avait le chiffre 1 avec un éléphant, le chiffre 2 avec 2 hippopotames, le chiffre 3 avec 3 lions, le chiffre 4 avec 4 rhinocéros. Il a donc vu que plus le chiffre était grand, plus la ligne était longue, et comme il est relativement logique, il en déduit que plus la ligne est longue, plus le chiffre doit être grand. Donc quand il voit une ligne longue, il dit il y a plus de jetons dans la ligne longue. Alors il n'y a aucun enfant qui dit que c'est l'inverse, que là où il y a le plus de jetons, c'est dans la ligne la plus courte. Il y a un enfant sur 10, un peu moins, qui dit la seule bonne réponse possible, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas, il faut que je prenne un jeton de la ligne du dessus et que je le mette sur les jetons de la ligne du dessous pour voir s'il y en a le même nombre ou pas. Alors, Olivier Houdet fait passer à des enfants sous IRM cérébral ce type de test, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, et alors c'est très frappant parce qu'on le voit sur l'imagerie, il voit que le cortex frontal inhibe la réaction immédiate. Chez cet enfant qui dit « je ne sais pas ». Et il voit que cet enfant va passer d'une réaction spontanée, qui est de dire la plus longue, c'est la ligne où il y a le plus de jetons, à une réaction réfléchie. Oui, je vais expérimenter moi-même, je vais vérifier, je vais faire travailler mon intelligence, je vais m'informer, je sursois à l'immédiateté de la pulsion, à l'immédiateté de la réponse, pour faire émerger de la pensée. Alors, quand j'ai lu les premiers travaux d'Olivier Houdet, son petit ouvrage sur résister, apprendre à résister, etc., je me suis dit, c'est formidable, il a lu Kortchak. En fait, non, j'ai rencontré Olivier Houdet, il ne connaissait pas Kortchak. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette convergence entre une approche pédagogique, celle de Kortchak, et puis l'approche neuroscientifique que peut avoir Olivier Houdet et qui illustre bien, à mon avis, cette idée de sursis. L'éducation comme le lieu où les belles contraintes imposent des sursis qui permettent d'être libre. Imposer des sursis qui permettent d'être libre. Un moment où tout va trop vite, tout va très très vite, où on switch la pensée pour aller immédiatement vers l'image, où l'image attrape le sujet. Hein, c'est le rôle de l'écran. L'écran inverse le rapport entre le sujet et l'objet. Quand vous lisez, c'est vous qui commandez. Vous commandez à votre livre. Vous commandez votre lecture. Quand vous regardez un écran, vous vous laissez prendre par l'écran et c'est lui qui vous commande. C'est la surstimulation des images, c'est la multiplication des pixels, c'est la rapidité des prises de vue qui vous attrape, qui vous capture et qui essaye de vous garder le plus longtemps possible pour, bien sûr, faire de vous le client de la publicité qui suit. Alors au moment où tout ça devient très envahissant, où nous sommes nombreux à être préoccupés par l'impact que peuvent avoir, non pas les écrans à eux-mêmes, non pas les réseaux sociaux à eux-mêmes, mais au fond, la manière dont ils fonctionnent, l'algorithme qui est derrière.
L'algorithme des réseaux sociaux, c'est l'algorithme du même. Vous commandez un livre policier, on vous recommande les livres policiers. Vous allez dans un restaurant chinois, on vous recommande des restaurants chinois. L'éducateur, c'est l'inverse. Il y a l'élève qui va aimer ce livre policier, moi je vais te faire aimer un livre d'histoire et même un livre de poésie. Il est dans le dépassement, il n'est pas dans la reproduction. L'algorithme des réseaux sociaux, celui qui est au cœur des images de TikTok, d'Instagram, c'est l'algorithme du même, toujours pareil. Tu choisis et je te renvoie toujours en permanence ce que tu as choisi. J'étais avec des jeunes filles de 15 ans, il y a 15 jours de cela, pour réfléchir avec elles sur justement l'usage des réseaux sociaux, sur l'usage d'Instagram, puisque c'était le réseau social qu'elles utilisaient. Et en réfléchissant avec elles, alors d'abord sur des choses très simples, parce qu'il faut parler aux enfants de ces choses-là, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est gratuit, Instagram, ouais, c'est gratuit, il y a des gens qui le font. Donc si c'est gratuit, c'est que c'est pas le produit, parce que rien n'est gratuit. Donc comment ça fonctionne? Quel est le modèle économique, comme on dit, Pourquoi Instagram marche et pourquoi il y a des gens qui le font marcher? Alors, on travaille avec elle là-dessus, bien sûr, et c'est important de travailler là-dessus. Et puis une jeune fille me dit, oui, je viens de comprendre quelque chose. Il y a 1 mois et demi, j'ai liké sur Instagram une publicité de Kim Kardashian pour un parfum. Eh bien, je viens de recevoir aujourd'hui une proposition d'une clinique pour de la chirurgie esthétique pour ressembler à Kim Kardashian. Alors, vous voyez la logique, elle est très simple. On attrape, on garde, on enquiste, on est dans un tunnel. Moi, j'appelle ça le tunnel des algorithmes. Le tunnel des algorithmes, c'est-à-dire d'un système qui vous enquiste en permanence dans ce que vous avez déjà fait au lieu de vous ouvrir des horizons nouveaux. Et ça, c'est terrible parce que c'est le contraire de l'éducation. Chez Kortchak, en permanence, c'est « Attends, réfléchis, demande-toi si, va t'informer, va lire, discute-en avec les copains. » Ce sursis à la pulsion, pas pour nécessairement la récuser, mais pour l'examiner, qui fait naître et qui permet de faire naître la pensée. Alors voilà, moi je suis très attaché à cela, et très attaché au rôle que Kortchak donne à l'écriture. Je trouve à cet égard que nos institutions scolaires ne font pas suffisamment de place, ni à la question de la contrainte féconde, ni à celle du sursis à la pulsion, ni à celle du passage par l'écrit, y compris pour ceux qui ne savent pas écrire. Voilà. Alors, pour moi, cette contrainte pour la liberté, c'est fondamental, et c'est un des enjeux majeurs de la pédagogie aujourd'hui, un enjeu d'autant plus important compte tenu du contexte sociétal et technologique dans lequel nous vivons. Et Kortchak ne va pas simplement imposer la boîte aux lettres. Il va aussi mettre en place, et c'est évidemment très important pour Kortchak, des institutions. Des institutions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une institution? Bien, c'est un ensemble de contraintes. Voilà. C'est un ensemble de contraintes qui permettent à quelqu'un d'être libre. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans les institutions que propose Kortchak, on va voir qu'il y a en permanence ce souci de faire émerger de la conscience et de la liberté. Des institutions qui ne visent pas à normaliser, mais qui permettent d'accéder à la normativité. Ça, c'est une distinction que fait le philosophe et biologiste, moi c'est un homme que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail, Georges Canguilhem, qui distingue la normalisation et la normativité. La normalisation, c'est le cancer. Toutes les cellules sont les mêmes et on meurt. Mais les cellules ont besoin de normes. Tout être vivant a besoin de normes. Mais les normes, ça n'est pas la normalisation, ça n'est pas « je ne veux voir qu'une tête ». C'est la normativité, c'est-à-dire ce qui permet de cohabiter, de vivre ensemble, même si je trouve que cette expression de vivre ensemble est trop utilisée aujourd'hui à tort et à travers, parce que quand même,
On peut vivre ensemble lobotomisés sous la coupe d'un gourou charismatique, ou vivre ensemble chacun dans son ordinateur, complètement séparés et isolés des autres. Non, la normativité, c'est ce qui rend possible le faire. Alors quand Guilhem dit, ce qui d'abord rend possible la coexistence du vivant et des vivants. Et ce qui rend possible le fait que ces vivants font ensemble, travaillent ensemble et construisent ensemble. Et quand on regarde les institutions chez Korczak, on s'aperçoit qu'elles sont construites d'une manière extrêmement rigoureuse. Extrêmement rigoureuse. Le tribunal, par exemple. Alors, le tribunal est une des institutions les plus intéressantes chez Korczak. Korczak, au cours de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, rédige un code civil, un code du tribunal qui est une merveille. Il faut absolument que vous regardiez ce code qui va de l'article 1 à l'article 1000. L'article 1, c'est le tribunal annonce que X a retiré sa plainte et qu'il est pardonné. Et l'article 1000, le dernier, c'est le tribunal renvoie X de l'établissement. Seulement, entre l'article 1 et l'article 1000, il y en a beaucoup d'articles. Et chacun de ces articles a été construit pour permettre aux enfants qui vont siéger dans le tribunal, a été construit pour leur permettre de réfléchir et d'examiner exactement ce qu'ils ont à examiner. Alors le tribunal est construit selon des principes qui permettent aux individus d'accéder à une valeur. La valeur, c'est la justice. Une institution fonctionne selon des règles qui mènent à l'application des principes. Elles régissent ici les interventions de la Cour et des différents interlocuteurs. Alors vous savez comment, et vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup le savent, comment se fait le tribunal. La Cour du tribunal est élue chaque semaine. Elle est composée de 5 juges qui sont des enfants tirés au sort, parmi ceux qui n'ont aucune affaire en cours, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas être à la fois jugés partis. Un seul adulte qui participe. Alors ça, c'est très important. Un seul adulte qui participe. Et il fait quoi, cet adulte? Il a quelle fonction? Il ne préside pas le tribunal. Il est greffier. Il prend en note, dans le grand livre, tout ce qui se dit dans le tribunal. Ça, c'est une conception de l'adulte que je trouve extrêmement intéressante. Il ne dirige pas, mais sa présence et le fait qu'il écrive tout ce qu'on dit change tout. Vous vous rendez compte? Tout ce qui est dit par les enfants pendant le tribunal est noté par l'adulte qui est là. C'est Korczak le plus souvent. C'est noté dans un grand livre que tout le monde pourra consulter. Dans un grand livre qui sera à disposition de toutes et tous tout le temps. Ah oui, mais alors, on ne peut pas dire n'importe quoi. Si l'adulte est le greffier et qu'il écrit tout ce qu'on dit. Et donc là, Korczak est très fin. Il ne dit pas aux enfants, faites attention à ce que vous dites. Vous savez, dans cette espèce de pédagogie injonctive, chut, taisez-vous, soyez attentifs, faites attention à ce que vous dites. Cette pédagogie de la répétition qui croit de manière extrêmement magique qu'un certain nombre de formules vont opérer la transformation des personnes. Korczak ne croit pas ça du tout. Mais il croit que certaines places, certains dispositifs vont changer la façon dont sera vécue la situation. Et oui, s'il y a un adulte qui écrit tout ce qu'on dit, on ne peut pas dire n'importe quoi. On va même s'efforcer de parler un peu différemment de la manière dont on parle d'habitude. Parce que c'est écrit, parce que tout le monde pourra le lire, parce que tout le monde pourra y accéder et que ça va rester. Donc le rôle de l'adulte, vous voyez, est très important. Donc le tribunal, des principes, des règles, mais aussi des rituels. Des rituels, et si les règles sont définitives, les rituels, eux, naissent et évoluent dans l'histoire. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comment Korczak fait évoluer un certain nombre de rituels. Le rituel du tribunal évolue, celui de l'Assemblée évolue aussi, celui des panneaux évolue également. Ce rituel, il a une fonction très précise.
il renforce la portée de chaque mot et de chaque geste. Il y a des formules établies, des comportements stabilisés, et même dans la justice et chez Korczak, des vêtements, hein, qui donnent à l'exercice des différentes fonctions un aspect plus solennel. Donc, dans une institution, il y a des principes, il y a des règles, il y a des rituels, c'est pas la même chose. Et Korczak est très clair sur le fait que ça n'est pas la même chose. Les principes ne sont pas discutables. Ne sont pas discutables. Le principe du tribunal, c'est la justice. La justice, c'est un principe qui n'est pas discutable. Les règles sont établies, à un moment donné, elles peuvent être révisées, et les rituels, ils font l'objet de débats. S'ils ne sont pas adaptés, on en change. On en change parce qu'une institution est révisable. Il est légitime que ceux qui l'ont mise en place, ceux qui la font fonctionner, j'ai peut-être fait une bêtise. Non, et que ceux qui la font fonctionner examinent régulièrement ce qui s'y passe et en fassent évoluer les principes, les règles et les rituels. Alors, dans une institution, on apprend des tas de choses. On apprend des tas de choses. On apprend à parler en tant que. Ça, c'est très important pour Korczak. Si je suis parmi les juges, je vais parler en tant que juge. Et dans le collectif, je vais me situer et exercer mon autorité au regard de ma responsabilité. Aujourd'hui, je vois qu'à l'éducation, c'est une leçon absolument essentielle. Lier l'autorité à la responsabilité. La responsabilité au service du collectif. L'autorité, c'est pas le pouvoir. Hein. Le pouvoir, celui du muscle, celui de la voix, celui du statut. Le pouvoir, c'est le pouvoir d'imposer. L'autorité, c'est le fait d'exercer une responsabilité au service de tous et de pouvoir, au nom de cette responsabilité, statuer sur un certain nombre de comportements, décider d'un certain nombre de choix et d'un certain nombre d'évolutions. Je raconte parfois cette anecdote que j'ai vécue dans une école maternelle il y a 3-4 ans. J'arrivais un jour dans cette école maternelle et il y a une petite fille qui arrive vers moi, qui me dit « Je suis content, monsieur, je suis content. » Je lui dis « Tu es contente, c'est super. » Je lui dis « Pourquoi tu es si contente ?» Elle me dit « Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que je peux gronder les grands. » Je lui dis « Tu peux gronder les grands ?» Elle me dit « Oui, parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge. » Elle avait été nommée responsable du bocal à poisson rouge. Elle me dit « Oui, à partir d'aujourd'hui, je peux dire aux grands, même s'ils sont plus forts, même s'ils crient plus fort, qu'ils ne doivent pas mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge, parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge, et que j'ai autorité sur le bocal à poisson rouge. » Alors elle n'a pas dit tout à fait les choses comme ça, mais c'est cela que ça voulait dire. Korczak, il est exactement dans cette perspective-là. La responsabilité au sein du collectif, elle est là pour mettre à l'épreuve le rapport entre le pouvoir et l'autorité. Et ça aussi, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Le pouvoir du machisme viriliste qui s'impose à travers ses muscles, hein, et qui dénie à la parole la possibilité d'entrer dans le dialogue. Ce pouvoir-là, on ne va pas l'attaquer de front. Et Korczak ne va pas rentrer dans une partie de bras de fer avec celui qui veut exercer le pouvoir. Non, il va lui donner des responsabilités. On ne va pas éradiquer ou faire disparaître l'aspiration au pouvoir, à la domination. On va faire découvrir que par la responsabilité, on acquiert une place, que cette place nous donne autorité, nous donne une légitimité et nous met au service d'un collectif dont on va prendre soin avec d'autres. Ça, c'est très important et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fondamental. Je travaille depuis plusieurs années sur une question qui, en France, est un peu taboue. Alors, je ne sais pas si elle est taboue ici, elle est un peu taboue, c'est la question des rapports
différencier les garçons et les filles à l'institution scolaire. Une question assez taboue. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question il y a une vingtaine d'années maintenant, en observant à quel point les filles devenaient meilleures à l'école et les garçons devenaient de plus en plus en difficulté. J'ai constaté que dans nos structures scolaires de relégation, comme ce qu'on appelle les SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adaptées, on avait 95% de garçons. C'est-à-dire à peu près le même pourcentage que le nombre d'hommes en prison. Hein, il y a 95% d'hommes et 5% de femmes. J'ai constaté que dans les établissements où la violence était très présente, on avait une majorité de garçons qui disjonctaient. Donc je me suis intéressé au rapport que les garçons et les filles entretenaient avec l'institution scolaire. Alors je suis allé regarder du côté des notes, par exemple. Et je me suis aperçu qu'effectivement, les filles avaient de meilleures notes que les garçons. Au point même que, on pourrait dire sans forcer vraiment le trait, qu'une fille cancre est devenue à peu près aussi rare qu'un garçon brillant. C'est-à-dire presque inexistant. C'est pas facile, c'est pas simple d'ailleurs, parce que on a fait des moyennes de notes. Moi, j'ai comparé tous les lycées de l'agglomération lyonnaise, en intégrant le lycée qui est le plus prestigieux, le lycée du Parc, et le lycée qui a les plus mauvais résultats au baccalauréat, le lycée Jacques Brel à Vénissieux. Et dans les deux cas, les filles étaient au-dessus des garçons. Très au-dessus des garçons, considérablement au-dessus des garçons dans le lycée Jacques Brel à Vénissieux, qui est un lycée très populaire. Un peu au-dessus des garçons, très légèrement, mais quand même au-dessus des garçons, dans le lycée du Parc, qui est un lycée extrêmement élitiste. Alors, on a constaté ça, puis alors, après on est allé voir les professeurs, y compris les professeurs femmes, et on leur a posé une question étrange, on leur a demandé qui sont vos bons élèves. Et là, dans 2 cas sur 3, on nous donnait des noms de garçons. Donc on répondait très simplement, regardez, les mecs, les filles ont de meilleures notes. Et là, la réponse a été toujours la même et elle n'a pas varié en 20 ans. La réponse est toujours, les filles ont de meilleures notes, oui, mais c'est parce qu'elles travaillent. Sous-entendu, elles compensent leur manque d'intelligence par un labeur plus besogneux. Parce que c'est ça le sous-texte. C'est ça qu'il y a derrière. Et effectivement, c'est ça qui se passe. Les filles travaillent. Les filles travaillent. Les filles rangent leur bureau. Les filles ont leur cahier à jour. Les filles ont de belles trousses avec des couleurs. Les garçons ont un vieux bic qui bave dans la poche arrière du jean et ils prennent des notes sur un bout de papier qu'ils jettent à la corbeille en sortant. Alors on s'est demandé qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et on est allé chercher des explications à cela. Ça nous paraissait d'autant plus important que le traitement des filles aboutissait à une forme d'injustice. Pourquoi ? Parce que dans les moments d'orientation, à note égale, les filles étaient moins bien orientées. Parce qu'on disait, ouais, elles sont appliquées, elles sont sérieuses. Mais enfin, le garçon, lui, il est fumiste, mais il a des réserves. Et donc, on découvrait qu'il y avait des biais, là, des stéréotypes de genre. Alors, on est allé regarder. Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des garçons et des filles sur leur relation à l'école. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a semblé comprendre ? Alors, je dis bien, qu'est-ce qui m'a semblé comprendre ? Je ne suis pas sûr d'avoir 100% raison. C'est que, pour beaucoup, cette relation à l'école renvoie à la représentation qu'ont les enfants de l'action de leurs parents. Pour faire très gros, très caricatural, pour les enfants, dans l'immense majorité des cas, le travail du père, c'est invisible. Le père, c'est James Bond. Il part le matin, il va faire des trucs vachement importants. Il va avoir des combats épiques, il va avoir des ennemis, il va combattre, mais on ne voit pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne le voit jamais travailler. La mère, elle, même si elle a un travail à l'extérieur, on la voit travailler. Et les petites filles nous disent
qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle range, elle classe, elle anticipe, elle prépare pour demain. Vérifier que la boîte soit prête avec le pique-nique, vérifier que les habits soient prêts, etc. Autrement dit, la petite fille vous dit, au fond, ranger, classer, anticiper, c'est ce que j'ai appris à faire en regardant maman, et il se trouve que c'est ce que l'école va me demander de faire. Parce que oui, dès la maternelle, qu'est-ce qu'on demande aux élèves? Ranger, classer, anticiper. Il faut ranger les gommettes par couleur, il faut ranger les verbes du premier groupe, du second groupe, du troisième groupe, il faut ranger les adverbes d'un côté, les prépositions de l'autre. À l'école, on range tout le temps. On classe en permanence, et on anticipe, on se projette dans le futur. Donc la petite fille, elle est très à l'aise à l'école. Elle est très à l'aise. Les garçons, ils nous renvoient quelle idée? Ils nous renvoient l'idée que la virilité, c'est le pouvoir. La virilité, c'est le muscle. Au fond, la virilité, c'est le muscle. Donc ils nous renvoient l'idée que le pouvoir l'emporte sur l'autorité. Et ça nous est apparu très inquiétant, parce que si on creuse un peu, ça renvoie à des stéréotypes de genre, alors pas des gens qui sont ici évidemment, mais je parle de manière plus globale, qui sont la petite fille, elle fait comme sa maman, elle range, elle classe, et elle exerce une autorité qui est un service au collectif. L'autorité telle que le vit la petite fille, telle que la vit la petite fille, c'est un service au collectif. Alors que le garçon considère que l'école l'oblige à obéir à des règles qui lui imposent d'abdiquer sa virilité, et que la seule manière de garder son identité virile, c'est de rentrer dans le chou de ces adultes qui vous imposent leurs règles. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que d'abord, Korczak est un de ceux, et un des premiers, à être attentif aux stéréotypes de genre. À une époque où c'est quand même pas la chose, une préoccupation principale. Mais aussi parce que Korczak est un des premiers, un de ceux qui a mis le plus en relief la différence entre le pouvoir et l'autorité. Et a mis le plus en relief l'idée que l'éducation, c'était le passage du muscle à la parole, de la violence à l'échange et au partage. Et il a été un des premiers à dire, et il le dit quand on regarde d'un peu près les textes, à dire aux garçons, attention, ne crois pas que ta force physique, ne crois pas que le pouvoir que tu as sur les choses est d'emblée légitime. Ce qui est légitime, c'est l'autorité. C'est-à-dire ce qui t'engage dans le collectif et ce qui te donne une responsabilité dans ce collectif. Dans une institution, on a un rôle, on exerce une responsabilité, on est impliqué dans un projet, on est engagé à effectuer une tâche. On est membre d'un collectif et, à ce titre, on partage dans ce collectif les mêmes conditions. J'avance un petit peu, parce que je ne voudrais pas être trop long, je regarde l'heure. De là, on pourrait dire rapidement, qu'est-ce que l'éducation, au fond? Alors, la définition académique de l'éducation, elle est simple, c'est une relation nécessaire. Il n'y a pas d'exemple d'enfant qui ait pu atteindre l'âge adulte sans être éduqué. Asymétrique, bon, l'adulte sait et décide pour l'enfant des tas de choses, la langue dont il doit parler, les manières de table qu'il doit utiliser, des tas de choses. Mais elle est aussi provisoire. Le caractère asymétrique doit être compensé par le fait qu'elle est provisoire. Et l'éducation vise à l'émergence d'un sujet. Mais pour Korczak, au-delà de cette définition académique, ce qui est au cœur de sa pensée, c'est au fond l'articulation toujours problématique de deux idées-forces. L'éducabilité de toutes et tous et la liberté de chacun et chacune. Alors voilà, ça c'est peut-être un nœud essentiel. Éducabilité de toutes et tous. Korczak est convaincu que chaque être est éducable. Et il nous le dit, il nous le répète à longueur de page,
en face d'un échec, je ne dois pas abandonner. Je ne dois jamais répondre à un refus par un abandon. Ne jamais répondre à un refus par un abandon. Le refus, il est inévitable, mais face à un enfant qui refuse, je ne dois pas répondre par l'abandon, mais par une autre proposition. Parce qu'il y a toujours quelque chose que j'ai à trouver, que j'ai à imaginer, qui n'a peut-être pas encore été trouvé, pas encore été imaginé, mais qui fait que je dois toujours garder l'espoir de pouvoir lui permettre d'apprendre et de grandir. L'éducabilité de toutes et tous, nul n'est condamné à être exclu de l'éducation. Tout être, nous devons faire le postulat qu'il est éducable. C'est très dur pour Korczak de penser ça, parce qu'il vit dans un environnement qui est très innéiste. Il est lui-même très préoccupé, à cause de son histoire personnelle, de sa famille, par les questions de génétique. Et il doit lutter contre lui-même, il nous le dit. Il doit lutter contre lui-même et contre sa tendance à penser qu'il y aurait une fatalité, que certains êtres seraient plus éducables que d'autres. Et il nous dit qu'il faut sans cesse lutter contre nous-mêmes à cet égard. Pas parce qu'il est vrai que tous les êtres sont éducables, mais parce qu'il est juste de dire qu'ils sont éducables. On ne sait pas si c'est vrai que tous les êtres sont éducables. Mais on doit faire comme si tous les êtres étaient éducables. C'est peut-être pas vrai, mais pour l'éducateur, c'est la seule position possible, la seule position juste, celle qui dit, en face d'un échec, il y a encore quelque chose à tenter. Donc, Korczak, il est la cheville au corps, cette lutte pour l'éducabilité de toutes et tous, mais il sait en même temps qu'il y a ce fameux droit de l'enfant au respect. Alors le mot respect, il est souvent utilisé d'une manière un peu généraliste, respecter, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pour Korczak, c'est très clair ce que ça veut dire respect. Respect, ça veut dire accepter que je fais le pari de son éducabilité, mais que lui seul peut apprendre à grandir. Respecter, c'est considérer que la volonté lui appartient et ne m'appartient pas. Elle lui appartient à lui. C'est lui qui apprend, c'est lui qui grandit. Nul ne peut apprendre à nager à la place de personne. C'est vrai pour nager, c'est vrai pour les mathématiques, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour prendre la parole devant un collectif, c'est vrai pour oser quand on est enquisté dans des problèmes, dans des difficultés. Korczak, il a à la fois cette conviction que chaque être est éducable, mais que je ne peux pas faire à la place de l'autre ce que lui seul peut faire. Je dois tout faire pour lui, mais c'est à lui de faire. Je dois faire pour qu'il fasse. Et c'est ça qui est en permanence au cœur de son action. Je ne manipule pas les autres ne sont pas des objets, des marionnettes que je fabrique, c'est pas comme le docteur Frankenstein qui fabrique. Non, je ne fais pas l'autre. Je crée des situations où l'autre va se faire. Se faire. Moi, ça me renvoie à une personne, François Cernet l'a évoqué tout à l'heure, qui a eu des relations tumultueuses avec Genève, et Jean-Jacques Rousseau. Rousseau qui a, à la fin de l'Émile, une formule un peu étrange. Quand il dit « jeune instituteur », et derrière le mot instituteur, il met celui qui institue l'humanité dans l'humain. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Alors ça, c'est très mystérieux. Peu de gens se sont attachés à cette formule parce que on peine à comprendre ce que ça veut dire. Tout faire en ne faisant rien. C'est pourtant très simple pour Rousseau. Tout faire parce qu'on n'a jamais fini d'inventer des choses, de créer des situations, d'organiser des ressources, de mettre en place des stimulations, mais en ne faisant rien, parce que je n'ai pas le droit de faire à la place de l'autre ce que lui seul doit faire et peut faire, et ce qu'il doit faire lui, parce que c'est lui qui grandit. C'est lui qui décide et c'est lui qui doit s'engager à un moment ou à un autre, s'engager à parler, s'engager à grandir, s'engager à apprendre,
s'engager dans une activité, s'engager à sortir d'une difficulté dans laquelle il est. C'est lui qui doit le faire. Ça, je ne peux pas le faire à sa place. Si je le faisais à sa place, en réalité, je lui rendrais le pire des services, parce que je ferais ce qu'il doit faire, donc il ne grandirait pas, il ne serait que mon objet. Tout faire en ne faisant rien. Là, il y a là quelque chose d'un peu mystérieux chez Rousseau, mais qui est très clair chez Korczak. Korczak est un inventeur fabuleux, un inventeur de dispositifs, un inventeur de situations pédagogiques. Parce qu'il sait qu'il faut agir sur l'environnement, la situation, les ressources, les contraintes. Il faut agir sur l'organisation, sur les institutions, pour que les autres agissent eux-mêmes. Pour que les autres agissent eux-mêmes. Il y a chez Korczak cette conscience que je trouve tout à fait fondamentale d'un impouvoir sur le sujet. Je suis dans l'impouvoir sur le sujet. Je ne peux pas me capter la volonté de l'autre. Je dois reconnaître mon impouvoir sur la volonté de l'autre, mais mon impouvoir sur la volonté de l'autre n'est pas une démission, dès lors que cet impouvoir s'accompagne d'une inventivité pédagogique fantastique qui permet à l'autre de s'engager, d'oser, de prendre des risques, de se dépasser, comme on le disait tout à l'heure, de commencer. Vous savez, il y a ce très beau texte de Vladimir Yankelevitch, dans son hommage à Bergson, où il reprend le fameux paradoxe de la cithare d'Aristote. Le paradoxe de la cithare, c'est dans l'Éthique à Nicomaque. Comment peut-on apprendre à jouer de la cithare si ce n'est en jouant de la cithare? Et si on joue de la cithare, c'est qu'on sait donc jouer de la cithare. Donc comment on peut apprendre à jouer de la cithare sans jouer de la cithare? C'est très compliqué. Donc il faut à un moment apprendre à faire quelque chose. Pour apprendre à faire quelque chose, il faut le faire sans savoir le faire pour apprendre à le faire. Mais on ne s'en sort pas. On est dans une espèce de... On patauge dans une contradiction à la De Vos. Et Yankelevitch a ce beau texte en disant on ne s'en sort qu'à condition d'imaginer qu'il n'y a au fond qu'une ambition éducative, c'est de donner à l'autre le courage des commencements. Le courage des commencements. Et je crois que c'est un peu ce que Korczak a cherché à faire avec tous ses orphelins, le courage des commencements. Je ne peux pas avoir ce courage à ta place, mais je vais tout faire pour que ce soit toi qui l'aies. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, cette pédagogie qui, chez Korczak, s'exprime par cette articulation entre l'éducabilité de tous et la liberté de chacun, eh bien, on pourrait la résumer ainsi. Pour comprendre ce que peut l'éducation, là, Korczak va beaucoup apporter, il faut entendre, approcher la contradiction, je parle en termes de contradiction, qui anime l'entreprise éducative et peut nourrir l'inventivité individuelle. Cette contradiction entre deux postulats, l'un qui dit « nous ne devons jamais désespérer de quiconque » et nous n'aurons jamais fini de proposer à tout petit homme les moyens d'apprendre et de grandir, mais en même temps nous ne pouvons jamais apprendre ni grandir à la place de quiconque, ni exonérer le sujet du courage des commencements. C'est pas évident. Ah, elle est en train d'ouvrir les rideaux. Je pense que ça doit être symbolique à ce moment-là. Est-ce que c'était prévu pour que ça tombe pile au moment où je passais cette diapositive? Je ne sais pas, mais c'est très bien. C'est très bien. Jeune instituteur, disait Rousseau, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Tout faire, et chez Korczak, c'est une ambition permanente, en mettant en place ce qu'il appelle, ce que nous avons appelé un espace hors menace. Parce que, si je dis à des enfants, vous avez le droit de parler, eh bien, pour que celui qui ne parle pas ait envie de parler, il faut qu'il sache que s'il se trompe, s'il hésite, s'il bafouille, s'il est ridicule, il ne sera pas moqué et a fortiori exclu. L'espace hors menace. Et les institutions chez Korczak ont cette vocation
d'instituer un espace hors menace. C'est difficile, Korczak le dit tout au long de ses travaux et de ses textes, mais c'est essentiel. Mettre en place un espace hors menace, susciter le désir d'apprendre, rendre possible l'engagement dans l'inconnu, fournir les ressources permettant l'apprentissage, accompagner le sujet pour lui permettre de repérer ses acquis minutieusement, l'accompagner. Mais en même temps, en ne faisant rien, parce que je ne peux pas agir directement sur la liberté de l'autre, parce que je ne peux pas faire à sa place ce que lui seul peut faire et Korczak dit doit faire, parce que je dois le mettre en situation d'agir par lui-même. Alors, pour cela, j'ai repéré chez Korczak 3 grands types de situations éducatives. Celles qui ont pour objectif d'apprendre à différer la boîte aux lettres, celles qui ont pour objectif d'accéder au symbolique. Le symbolique, c'est la parole, mais c'est aussi à travers la littérature, c'est aussi l'accès à la pensée complexe, et celles qui ont pour objectif la construction du collectif. Et il me semble que un des intérêts du travail de Korczak, c'est que il est un travail dont les effets sont thérapeutiques sans qu'il ait néanmoins une démarche thérapeutique. J'emprunte cette distinction à mon collègue Paul Fustier. Je pense que la démarche thérapeutique est légitime, mais qu'on peut avoir des effets thérapeutiques par une démarche pédagogique. Voilà. Qu'on peut aussi avoir une démarche thérapeutique qui n'a pas d'effet thérapeutique ni pédagogique. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire. Et si on cherche comment Korczak tresse ces 3 éléments-là, je crois que, mon collègue et ami Pierre de Lyon me le rappelle souvent, on touche quelque chose de fondamental dans la construction du sujet. À partir de là, et dernière série de remarques, je regarde l'heure pour ne pas dépasser, qu'est-ce qu'un éducateur? Moi, je suis très touché par la lecture de Korczak parce que l'éducateur est lui-même, y apparaît à la fois comme un être solide et fragile. En tant qu'être solide, il doit faire preuve de fermeté. Et il fait preuve de fermeté, de grande fermeté. Il y a toute une série de questions sur lesquelles il ne transige pas. Et en même temps, il se sait fragile. Et parce qu'il se sait fragile, il se remet sans cesse à l'écoute des enfants, mais aussi de l'enfance. Et aussi de l'enfance en lui. Parce que j'étais très sensible à ce qui était dit tout à l'heure, cette enfance qui reste en nous, même si les traces en ont largement disparu, et ce dialogue intérieur entre l'enfant en soi et le soi adulte, le soi qui finalement, comme l'enfant, va s'avérer à la fois complet et inachevé. Et parce qu'il se sait fragile, il se met à l'écoute. Il se met à l'écoute d'une manière extrêmement fine, et pas à l'écoute du cri. Il se met à l'écoute de ce qui va faire émerger la parole, avec l'exigence que cela comporte. Vous connaissez bien sûr ces mots de Korczak. C'est épuisant de s'occuper des enfants, vous avez raison. Vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez, dit Korczak. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre, pour ne pas les blesser. Alors, on pourrait dire qu'il y a une forme d'idéalisation de l'enfant chez Korczak, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas. Il n'idéalise pas les enfants. Il dit même parfois des choses qui sont dures sur l'enfance. Je relisais récemment, pour préparer cette intervention,
le droit de l'enfant au respect, mais il y a des moments où ce qu'il dit des enfants, c'est dur, hein. Il dit « il est si rare que l'enfant soit tel qu'on le souhaiterait. Il déçoit généralement ses parents à mesure qu'il grandit. » Hein. Et oui, il n'est pas du tout dans une sorte d'idéalisation de l'enfant magique, parfait. Et peut-être que là, on pourrait introduire une distinction intéressante, une distinction qu'évidemment j'emprunte à de grands penseurs, entre l'enfance idéale et l'idéal d'enfant. Korczak n'a jamais cru en l'enfance idéale, l'enfance parfaite, l'enfant petit ange, magnifique, pur, qui a toutes les qualités alors que nous aurions tous les défauts. Ça, c'est une enfance idéale. Mais peut-être que ce à quoi il croit, c'est que nous devons toujours porter en nous un idéal d'enfant et peut-être un idéal d'enfance. Et ça, c'est assez différent. Moi, je crois, mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas du tout ni psychanalyste ni clinicien, je crois qu'avoir un moi idéal gonflé, complètement hégémonique, c'est paralysant. Et qu'avoir un idéal du moi, c'est nécessaire. Et je pense que avoir une vision idéale de l'enfance, de l'enfant idéal, ça ne donne jamais rien en matière éducative, mais avoir en tête que il y a cet idéal de l'enfance et que nous devons le respecter. Cette idée de respect qui est absolument fondamentale et souvent si mal comprise. Respecter, c'est pas s'agenouiller devant l'enfant. Respecter, c'est pas faire ses quatre volontés. Respecter l'enfant, c'est pas se soumettre à ses caprices. Respecter l'enfant, c'est l'aider à grandir et à être libre. Respecter l'enfant, c'est l'aider à grandir et à être libre. Et rien que pour avoir insisté sur cela, je crois que l'apport de Korczak, à un moment où il y a beaucoup de confusion en matière éducative, reste un apport particulièrement d'actualité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention et on peut prendre un petit temps, si vous souhaitez, pour débattre autour de ces questions. Je suis loin d'avoir fait le tour du problème. Voilà, merci. Cet exposé a commencé sur l'inachèvement. Il va donc se terminer sur l'inachèvement. Absolument, c'est très bien. Donc, c'est inachevé, donc on sort des essentialismes et des pièges identitaires, les sujets sont toutes faites, et la discussion va continuer d'une autre façon. Merci à vous.